Bienvenue sur Hippocampe. Saison 2. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Je me suis rendu compte que très tard que j'avais subi des traumatismes. Je crois que c'est au moment où je suis tombée enceinte que j'ai commencé à réaliser l'importance en fait de ce que j'avais vécu, avec encore une grosse part de déni et sans vraiment réussir à faire du lien. Mais le fait d'avoir des êtres qui grandissaient en moi m'a fait un espèce de déclencheur sur l'importance du transgénérationnel et de couper certaines choses qui peuvent être transgressives. Aujourd'hui, pour le 5e épisode d'Hippocampe Podcast, nous allons parler du lien entre corps et traumatisme. Pour introduire cet épisode, j'aimerais vous lire un passage du livre « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk. Nous avons commencé à comprendre comment des expériences insoutenables affectent nos sensations les plus intimes et notre lien à notre réalité physique, le noyau de notre être. Nous avons appris que le traumatisme n'est pas juste un événement qui s'est produit dans le passé. C'est aussi l'empreinte que cette expérience a laissée sur l'esprit, le cerveau et le corps. Une trace qui influence grandement la manière dont notre organisme s'y prend pour survivre dans le présent. La voix que vous avez entendue juste avant, c'est celle d'Océane. Océane est mariée avec un homme avec lequel elle a 2 enfants. Elle exerce aujourd'hui la profession de somatothérapeute, un accompagnement via des techniques psychocorporelles pour les personnes concernées par le trouble de stress post-traumatique. Elle utilise d'autres outils comme le yoga, approche qui l'aide et l'a aidée elle-même dans son propre parcours. J'ai grandi dans une famille, ça me fait bizarre de dire ça, mais oui, je vais dire dans une famille violente. Violente par les mots, violente par les comportements. J'ai pas vécu de maltraitance physique, par contre j'ai vécu des violences sexuelles de par mon père, qui m'a incestée. Je crois que ça a commencé quand j'avais 4 ans. En tout cas, c'est les premiers souvenirs dont je me rappelle. Et dans les gestes, ça a dû finir quelque chose comme vers les 10-11 ans, même si après le climat incestuel est resté jusqu'à ce que je quitte la maison. Tout ça, je m'en rendais pas compte quand je le vivais. J'ai vécu aussi une première relation amoureuse de mes 15 à mes 22 ans qui a été toxique. C'est quand j'ai réussi à quitter cette première relation amoureuse complètement toxique à mes 22 ans que j'ai commencé à faire du lien sur mon passé et à me dire qu'en fait il y avait peut-être tout qui était lié et que, je sais pas, les souffrances se croisaient en moi et il y avait quelque chose qui commençait à s'éveiller. Dans cette première relation, j'ai vécu des viols conjugaux, j'ai vécu aussi beaucoup de maltraitance psychologique, économique, financière et parfois physique. Voilà, ça m'a pris aussi 8 ans pour me rendre compte de ce que j'étais en train de vivre et pour réussir à casser le schéma. Ça a été long, ça a été dur. Et aujourd'hui, je crois que ça fait, on va dire 10 années vraiment que j'essaye de traiter mes traumas. Je crois que j'ai eu des symptômes post-traumatiques, somatiques très rapidement, mais c'est pareil, je me rendais pas compte du tout que c'était lié à ça puisque j'avais déjà mis mon trauma en déni, donc je pouvais pas vraiment faire du lien. Mais je me rappelle avoir énormément de MST, énormément d'infections vaginales, génitales de toutes sortes, et que mon compagnon de l'époque me disait mais tu n'es pas normal, il faut que tu fasses quelque chose, puis en plus c'était la pression sur si tu fais rien je vais aller voir ailleurs et puis ça sera ta faute. Et en fait je me disais oui effectivement je suis pas normale, et c'est qu'après que j'ai compris que tout ça déjà c'était un premier symptôme
d'une sphère qui n'était pas sécure, de quelque chose qui n'allait pas. J'avais un rapport à la nourriture aussi qui était très compliqué, des choses que je pouvais avaler, même de l'eau parfois, ma gorge se serrait à un tel point que je ne pouvais même plus avaler de l'eau. Je crois que ça c'est les premiers symptômes de mon corps dont j'ai pris conscience en tout cas. Puis en grandissant, on m'a annoncé que j'avais une préménopause précoce quand j'avais 27 ans, 26 ans. Donc ça, j'ai senti tous les symptômes de la préménopause, les bouffées de chaleur, la sécheresse, etc., les insomnies très rapidement. Et les médecins, effectivement, voilà, quand ils m'ont posé ce diagnostic, c'est pareil. Au début, j'ai pas forcément fait de lien, et je suis tombée miraculeusement enceinte à la suite de cette annonce d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai eu des jumeaux. Et c'est qu'après, quelques années après avoir eu mes enfants, j'ai fait du lien. Tiens, en fait, la préménopause, ça peut découler carrément du SSPT, du syndrome de stress post-traumatique. Comme toutes les mycoses vaginales que j'ai eues, enfin toutes les infections, les cystites et compagnie. Comme ce qui se passe au niveau de ma gorge et de mon rapport à la nourriture et de manière générale mon rapport aux substances toxiques. Il y a un truc aussi qui m'a sauté aux yeux ces dernières années et dont je n'arrive pas encore complètement à me dépêtrer, c'est que mon goût et mon odorat sont complètement sans dessus-dessous. Je suis capable d'ingérer des aliments moisis et de m'en rendre compte aujourd'hui qu'une fois que je les ai avalés. Avant, je m'en rendais déjà même pas compte. Donc aujourd'hui, qu'une fois que je les ai avalés, je sens que le goût, il est dégueulasse en fait. Et en fait, après, là, je viens sentir l'aliment et je me dis, purée, mais comment t'as fait pour pas te rendre compte que c'était moisi ? Et dans la famille, je suis seule à le faire. Ça étonne vachement mon mari, ça étonne vachement mes enfants. Et c'est vrai qu'un jour, mon mari m'a dit, mais tu l'as pas senti à l'odorat et puis même au goût, hein ? Eh ben non, en fait, je me rends compte que j'ai cette capacité à anesthésier le goût et l'odorat et à ingérer des produits qui sont toxiques pour moi. Et ça, c'est assez fou. Et encore aujourd'hui, j'ai presque 40 ans, donc comme je disais, voilà, c'est encore quelque chose qui est très inscrit à l'intérieur de moi. Après, je suis, comme je disais, très sensible à tout ce qui est addiction, quelle que soit la forme de l'addiction, que ce soit sous la forme d'alcool, de nourriture, de sport, de schémas mentaux, de cigarettes. Voilà, j'ai réussi à jamais tomber dans la drogue parce que j'ai toujours senti que ça pouvait être quelque chose qui pouvait me tuer clairement. Donc j'ai toujours fortement résisté, même si j'ai une très grande attirance vers ça, parce que je sentais au fond de moi que si j'allais là-dedans, j'en reviendrais jamais. La dissociation, clairement, hein, avec des formes qu'on a tendance à étiqueter d'hystérie. D'hystérie émotionnelle, et puis je m'entendais dire arrête tes crises émotionnelles, arrête tes hystériques, voilà, c'est des rages et des colères monumentales parce que débordées émotionnellement, parce que non écoutées, non reconnues, non entendues, et puis ça met dans une colère folle. En termes de mental, je parlerai principalement de la dissociation et de toutes les conséquences qui peuvent y avoir, à savoir des troubles de la mémoire. On me dit oui tu m'as dit ça, mais non je t'ai jamais dit ça. Oui t'as fait ça, non j'ai jamais fait ça, parce que j'arrivais pas à me connecter à moi-même en fait, et que c'est comme si on me parlait d'une autre fille qui n'était pas moi, et j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais oublier autant de choses. Du coup, ça créait beaucoup de dévalorisation, et notamment avec mes amis qui me disaient oui, tu te rappelles pas, on a vécu ça ensemble, ou tu m'as dit telle chose qui était hyper importante, ou quand ils se confiaient à moi, donc j'arrivais pas à me rappeler ce qu'ils me disaient alors que ça avait de l'importance pour eux.
Et puis je me sentais nulle, archi nulle de pas réussir à me rappeler. Je me disais, tu es une amie de merde, hein, passez-moi le terme, mais en fait, voilà, t'es pas fichu d'écouter, d'être là pour tes amis. Ils te confient quelque chose d'important pour eux et tu t'en rappelles plus. Ça a été longtemps et jusqu'à il y a pas très très longtemps en arrière, un désastre dans ma vie. Hein. Et j'ai compris ça encore une fois que très tard dans ma vie. Hein. Ça doit faire peut-être 3 ans seulement que j'ai compris ce mécanisme en moi et que j'ai compris la dissociation, puisqu'on n'en parlait pas vraiment avant. On voit bien à travers le témoignage d'Océane que les symptômes peuvent se manifester de différentes manières, notamment par la voix du corps. L'appellation hystérie était historiquement un diagnostic médical courant, utilisé en particulier pour les femmes qui présentaient des manifestations émotives intenses ainsi que des symptômes physiques et psychiques. Il faut savoir que ce terme a été, fort heureusement, supprimé du DSM depuis 1980. Il a été, et est encore parfois, à mon sens, utilisé comme un instrument supplémentaire de pouvoir sur la voix et les mots MAUX des personnes victimes de violences. Encore une fois, je crois que c'est vraiment mes enfants qui ont été le déclencheur. Mon fils a énormément somatisé quand il était petit. À 2 ans, il a basculé et d'un petit garçon complètement joyeux et léger, il est devenu très triste dans le regard. Dans son regard, il y avait le poids du monde. Et son père comme moi, on le sentait, on le voyait. Il est passé du jour à la nuit. Et ça a coïncidé avec le moment où j'avais demandé à ma mère de garder mes enfants le mercredi. Et elle avait commencé à demander à mon père de venir avec elle pour l'aider parce que les jumeaux, c'était trop de travail pour elle seule. Mais sans me consulter avant. Et c'est vrai que mon fils a très vite commencé à somatiser. Donc de cette façon-là, il s'est mis à bégayer alors qu'il parlait super bien. Et il s'est mis à pleurer tous les matins, à 6 heures tapantes, à hurler, mais de manière inconsolable. Forcément, la médecine traditionnelle n'a rien pu à ça, donc on a cherché dans les médecines alternatives. Et dans les médecines alternatives, en fait, quand j'ai rencontré cet espace, je me suis dit, waouh, là pour moi il y a un monde, et même à titre personnel, je pense que je vais y aller parce que. Et puis voilà, j'en suis venue remercier mon fils en fait parce que grâce à ces somatisations, en fait, ça m'a ouvert la porte à ma propre guérison, à moi. Donc j'ai commencé par du biodécodage, de la kinésiologie, de l'ostéoquantique, des soins énergétiques, voilà, plein de choses de cet ordre-là. Puis j'ai soutenu tout ça par une psychothérapie qui n'a pas résonné, en tout cas à l'époque, si fort pour moi. J'avais vraiment besoin en fait de revenir dans mon corps, et c'est vrai que la psychothérapie était très bien pour comprendre ce qui se passait mentalement parlant, mais insuffisante pour moi parce que mon corps était tellement loin de moi que j'avais besoin de revenir dans mon corps de quelque façon que ce soit, et j'ai redécouvert le yoga au même moment. Et le yoga a été un soutien incommensurable pour moi aussi. En termes d'autonomie, j'entends, parce que dans les séances thérapeutiques, on est, entre guillemets, plus ou moins accompagné. Et c'est vrai qu'en dehors de la séance, on est assez seul. Tandis que dans le yoga, j'avais trouvé une forme d'autonomie, c'est-à-dire que ce que j'arrivais à cultiver sur le tapis, petit à petit, j'arrivais à l'exporter dans ma vie et à en faire un soutien, un pilier vraiment, là où moi-même, j'arrivais pas à trouver ma sécurité intérieure. Lors de cet épisode, j'ai demandé à Océane de réaliser elle-même la chronique, étant donné qu'elle est professionnelle du sujet. Je lui ai demandé comment elle en était arrivée à vouloir devenir thérapeute et en quoi consistait cette pratique, la somatothérapie. Très très jeune, j'ai eu envie de pouvoir aider les autres, d'être en capacité de le faire. En fait, je voulais aider en touchant le corps et en pouvant délivrer les messages du corps.
parce que malgré tout, j'ai vite senti, en tout cas en moi, le besoin d'être touchée d'une autre façon que ce que j'avais toujours été touchée quasiment jusqu'alors, à savoir dans un toucher traumatique, mais plutôt là, emmenée par le toucher, une forme de sécurité, de retour au corps et de réassociation entre mon corps et ma conscience, pour faire court. Donc je suis allée chercher d'autres formes, au-delà du yoga. J'avais toujours le yoga en soutien, donc je me suis aussi formée en yoga, je me suis aussi formée en pranayama, qui est la forme de respiration dans le yoga. Et puis je suis allée chercher des formes d'approches, des approches somatiques. Donc j'ai vraiment découvert ça et ça a été pareil, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et en l'occurrence, je me suis formée en Body Mind Centering, qui est une approche somatique exceptionnelle, qui permet de plonger à l'intérieur de son corps à un niveau microscopique, cellulaire, plus petit que la cellule, pour aller en comprendre tous les espaces, pour aller vivre surtout, au-delà de la compréhension mentale, mais aller les comprendre dans le ressenti, aller ressentir son corps profondément dans chaque espace de son corps. Et ça m'a aidé à revenir dans ma maison, à revenir dans mon corps et à faire de mon corps un espace sécure, et petit à petit à le nettoyer de toutes ces mémoires traumatiques qu'il avait engrangées. Ouais, je crois que c'est une des formations qui m'a le plus aidée. Et puis après, je me suis aussi effectivement formée en énergétique pour soutenir le tout, puis en psycho-émotionnel pour pouvoir accompagner effectivement les personnes qui ont pu être victimes de violences dans cette compréhension aussi qui m'apparaît quand même essentielle d'un niveau mental, la libération émotionnelle et la compréhension du corps, le retour au corps. Je vous propose d'écouter un court extrait d'une séance avec Océane. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le système nerveux pour venir peut-être un petit peu calmer ce système nerveux et revenir à un peu plus d'équilibre. Ça va être plus particulièrement porté sur le système nerveux parasympathique, sympathique et somatique. Laissez votre corps se déposer dans cet espace. Observez les résistances de votre corps à se déposer dans cet espace. Donc aujourd'hui, moi, je suis devenue thérapeute, notamment par la somatothérapie et par la yoga somathérapie, qui sont des formes d'accompagnement, comme je le disais, à la fois corporel et à la fois psycho-émotionnel. La somatothérapie, soma, ça vient de corps vivant. Et la façon dont moi je la pratique, en tout cas, c'est vraiment un accompagnement du corps, une lecture du corps sur les mémoires qui ont pu être vécues, qu'elles aient été traumatiques, qu'elles aient été simplement difficiles à vivre, comment le corps a imprimé le vécu de la personne, l'histoire de la personne, et qu'est-ce qu'il en a gardé en cristallisation qu'il n'arrive pas à remettre en mouvement. Et ça, moi, je viens, avec ce contact du toucher, le lire et le remonter à la conscience de la personne, lui verbaliser, ou lui emmener sous forme de questionnement, parce que des fois elle n'est pas prête à l'entendre comme ça, elle a besoin de le cheminer par elle-même. Donc voilà, ça peut aussi venir sous forme de questions, sous forme d'accompagnement dérivé. Donc je me sers d'énormément de techniques dans ma pratique. Je peux me servir de l'énergétique, clairement, je me sers de tous les systèmes du corps, donc c'est une approche qui est systémique. Je me sers de tout le soutien mental, donc beaucoup de compréhension au niveau du système nerveux, donc tout ce qui est autour de la théorie polyvagale, tout ce qui est autour de la gestalt thérapie et de cette conscience de soi avec différentes parts de soi. Puis en termes émotionnels, l'EFT, tout ce qui peut venir soutenir la personne. Et j'ai développé donc ce que j'ai nommé la yoga somathérapie, qui est un mélange entre le yoga, entre le chant somatique et entre la thérapie, pour accompagner les personnes dans une autre forme que dans la somatothérapie, où on est vraiment en séance profonde d'introspection,
Et là, on va rentrer effectivement dans une forme de on met tout ça en mouvement, on reprend entre guillemets notre puissance, on sort de l'impuissance, on remet du mouvement, on réapprend à prendre des outils en fait, à connaître notre corps pour le transporter tout ça au quotidien. Et c'est un tissage de toutes ces pratiques sur le tapis. Merci à Océane pour la présentation de son métier. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez la retrouver sur son site ou sur Instagram sous le nom de Océane, le corps, la clé. Avant de clôturer, j'ai proposé à Océane de nous dire comment elle se sentait à présent et notamment si elle se sentait guérie. C'est un long processus parce que j'ai choisi depuis une année maintenant de m'éloigner de ma famille et que ça a mis à jour, ça a fait péter en fait tout un tas de schémas et de croyances familiales, transgénérationnelles en moi, dont je dois prendre soin. Et c'est vrai que je suis en train de changer complètement mon cadre de référence, mon paradigme. Donc tout ça, ça me demande un réajustement complet. Ça a remis des failles d'insécurité à jour, voilà. Donc il y a tout un travail qui est encore à nouveau en train de se faire et c'est ok comme ça, j'avance, voilà. Ce sont des couches traumatiques qu'on va traiter au fur et à mesure, à notre rythme. Et aujourd'hui, je me sens plus heureuse que jamais, ça c'est certain. Je crois que j'ai traversé l'année la plus difficile de ma vie en conscience parce que justement j'ai fait ce choix-là et que ça m'a demandé de faire le deuil d'une vie en fait. Vraiment, le deuil de parents que j'ai jamais eu, le deuil d'une enfance que j'ai jamais eu, le deuil d'une personne que j'ai voulu être mais que j'ai jamais été. Et ça m'a, tous ces réajustements en fait, c'est en 1 minute, c'est très difficile à nommer, mais c'est tellement profond et on n'en prend pas la dimension. Donc c'est comme un tremblement de terre en fait où il y a une fissure qui s'est ouverte sous mes pieds et donc j'ai dû retrouver une nouvelle terre sur laquelle m'appuyer. Donc je dirais pas que je suis guérie aujourd'hui et encore dans mon couple c'est encore compliqué, dans mon relationnel c'est encore compliqué, j'ai encore plein de résonances qui sont actives dont j'ai conscience, dont je travaille sur la question. Mon corps est encore très effrayé, il y a encore beaucoup d'hypervigilance qui est présente. D'entendre mes enfants passer dans le couloir, par exemple, c'est quelque chose qui peut m'activer très fort quand je suis dans mon lit. Donc je sens qu'il y a encore tout ça qui est là, ça brasse. J'ai conscience d'énormément de choses. J'essaye de me rassurer le plus possible. Voilà, ce sont des choses qui prennent du temps et c'est ok pour l'instant comme ça pour moi. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Merci à Océane pour son témoignage. Nous nous retrouvons prochainement pour de nouveaux épisodes, toujours sur cette question du corps, mais également sur la théorie de la dissociation structurelle. Afin de donner plus de visibilité à mon travail et permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des informations sur le psychotrauma, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et ou à noter mon podcast sur votre application d'écoute. À très bientôt.